La froideur de la nuit lilloise s'infiltrait par les joints usés des fenêtres, mais à l'intérieur du modeste appartement de mon fils Julien, une chaleur étouffante régnait. Était la veille de Noël, le réveillon, un moment qui, autrefois, emplissait mon cœur d'une joie simple et pure. Ce soir pourtant, l'air était lourd, saturé non seulement de l'odeur de la dinde au marron qui dorait lentement dans le four, mais aussi d'une tension invisible, un malaise que seuls les adultes semblaient percevoir. Les rires des petits-enfants, Léo et sa sœur aînée Chloé, éclataient comme des bulles de champagne, insouciants et cristallins, contrastant violemment avec les sourires crispés et les conversations hachées de leurs parents, préoccupés par le coût de la vie qui grimpait sans cesse, une angoisse familière dans notre quartier ouvrier. Depuis ma vieille poltronne en velours râpé, un peu à l'écart du chaos joyeux, j'observais ce tableau familial. Le sapin artificiel, paré de guirlandes et de boules dépareillées accumulées au fil des ans, clignotait vaillamment dans un coin, sa lumière jaunâtre se reflétant sur les visages. Chaque bibelot, chaque décoration portait en lui le fantôme d'un Noël passé, une strate de mémoire que je semblais être la seule à encore chérir. Était Martine, 72 ans, veuve depuis 10 ans, et ancienne couturière d'une usine textile qui n'existait plus. Mes mains, déformées par l'arthrose et des décennies de travail à la machine, reposaient sur mes genoux, trahissant une vie de labeur que mon visage, sillonné de fines rides, tentait de dissimuler derrière une expression de sérénité. Je me sentais comme une relique, une pièce de musée dans le salon de mon propre fils. Le monde moderne, avec sa vitesse, son bruit et ses écrans lumineux, me paraissait étranger, presque hostile. Mes valeurs, forgées dans un temps où l'on réparait les choses au lieu de les jeter, où un mot donné avait plus de poids qu'un contrat signé, semblaient n'avoir plus cours. Cette sensation d'être dépassé, de ne plus avoir ma place, me rongeait de l'intérieur, creusant un fossé de solitude que même l'amour de ma famille ne parvenait plus à combler. Je souriais, je hochais la tête, mais mon esprit était ailleurs, perdu dans les méandres d'un passé qui me semblait plus réel, plus tangible que ce présent bruyant et fragile. Le dîner était déroulé dans une ambiance forcée, les adultes s'efforçant de maintenir une conversation légère pour préserver la magie de la soirée pour les enfants. Julien, mon fils, me jetait de temps à autre des regards inquiets, comme s'il pouvait lire en moi ce sentiment de décalage. Sa femme, Amélie, était absorbée par la logistique du repas, courant de la cuisine à la table, son visage trahissant une fatigue que l'excitation de la fête ne masquait que à moitié. Les enfants, eux, n'avaient qu'une hâte, le moment sacré de l'ouverture des cadeaux. Leur impatience était palpable, une énergie électrique qui chargeait l'atmosphère et rendait l'attente presque insoutenable pour leur jeune cœur. Enfin, l'heure tant attendue sonna. Julien commença la distribution des paquets empilés sous le sapin, appelant les noms dans un joyeux désordre. Les papiers cadeaux multicolores étaient déchirés avec une frénésie délicieuse, révélant les trésors tant espérés. Chloé poussa un cri de joie en découvrant une panoplie complète de dessins, tandis que les grands-parents d'Amélie échangeaient des boîtes de chocolat et des livres. Je regardais la scène avec une tendresse teintée de mélancolie, chaque éclat de rire ravivant le souvenir de Noël lointain, lorsque mon mari, Robert, était encore là pour jouer les Pères Noël avec sa voix de stentor et son rire tonitruant. Le point d'orgue de cette avalanche de cadeaux fut sans conteste le paquet de Léo. En découvrant la boîte de sa nouvelle tablette, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur presque surnaturelle. Il la sortit de son emballage avec une précaution quasi religieuse, ses doigts glissant sur écran lisse et froid, comme sur une relique sacrée. En quelques secondes, il fut complètement absorbé, le monde autour de lui cessant d'exister. Les voix, les rires, les appels de ses parents se perdaient dans le lointain, filtrés par la bulle numérique dans laquelle il venait de s'enfermer. Il était là, physiquement présent, mais son esprit voyageait déjà dans des univers virtuels, loin, très loin de notre modeste salon. Si cette histoire commence à vous toucher, n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Puis, ce fut mon tour. Mon cadeau était le dernier. Un petit paquet modeste, presque perdu au milieu des débris de papier brillant. Je l'avais enveloppé moi-même, non pas avec du papier acheté en magasin, mais avec une page du journal local, comme on le faisait autrefois, et l'avait noué avec un simple bout de laine rouge. À l'intérieur se trouvait bien plus qu'un objet. Il y avait un morceau de mon histoire, un fragment de mon âme, un pont que j'espérais jeter par-dessus le gouffre des générations qui nous séparaient, Léo et moi. Mon cœur battait un peu plus fort, tandis que Julien tendait le petit paquet à son fils, dont l'attention était toujours rivée à sa tablette. Il fallut que son père l'appelle plusieurs fois pour qu'il daigne lever les yeux de son écran. Il prit le cadeau avec une moue de contrariété, le soupesant d'un air dédaigneux. Le papier journal semblait le rebuter, lui qui était habitué aux emballages vifs et colorés. Il le déchira sans ménagement, avec une impatience qui frisait l'impolitesse,
pressé de retourner à ses jeux. Ces gestes brusques froissèrent non seulement le papier, mais aussi une partie de moi-même. Je sentis un frisson me parcourir l'aile, échine, une prémonition glaciale de ce qui allait suivre, et je me forçai à maintenir un sourire fragile sur mon visage, un masque de grand-mère bienveillante qui commençait déjà à se craqueler. De l'emballage déchiré, il sortit une vieille boîte en bois brut, sans vernis ni fioriture. Une boîte que Robert avait sculptée de ses propres mains il y a plus de 50 ans. Nos initiales, M et R, y étaient gravées au couteau, maladroitement, mais avec un amour infini. Léo la retourna dans ses mains, son expression passant de la déception à l'incompréhension la plus totale. Il força le couvercle et découvrit ce qu'elle contenait. Une simple boussole en laiton, ternie par le temps, son aiguille immobile, pointant vers un or oublié. Il n'y avait rien d'autre, pas de lumière, pas de son, pas d'ard, écran, juste du bois, du métal et des souvenirs. Le silence s'installa dans la pièce. Un silence lourd, pesant, qui absorba soudain toute la joie et la légèreté de la soirée. Tous les regards étaient tournés vers Léo, qui fixait l'objet avec une incrédulité presque comique si la situation n'avait pas été si poignante. Il leva les yeux de la boussole, les posa sur moi, et son regard était vide de toute émotion, si ce n'est une pointe d'agacement. Il ne voyait qu'un vieil objet inutile, un déchet sorti d'un grenier poussiéreux. Il ne pouvait pas voir l'histoire qu'il contenait, le poids des années, la promesse d'un amour éternel. Pour lui, ce N était rien. Moins que rien. Puis, les mots tombèrent, prononcés avec l'honnêteté brutale et cruelle que seule l'enfance peut se permettre, sans filtre, sans conscience du mal qu'ils peuvent causer. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans le silence assourdissant. Il secoua la boîte comme pour vérifier qu'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Puis, il la laissa tomber sur le tapis avec un bruit sourd et décréta, avec la certitude d'un juge rendant son verdict. « C'est nul !» Je voulais le drone que j'ai vu sur Internet. Chaque mot fut une gifle, un coup de poignard en plein cœur. Le temps sembla se figer. Le sourire que j'avais péniblement maintenu sur mes lèvres se brisa net, comme une fine couche de glace sous un poids trop lourd. Je sentis la chaleur me quitter le visage, remplacée par une pâleur mortelle. Mes yeux, qui quelques instants auparavant brillaient d'une lueur d'espoir, devinrent ternes, vides. Le monde autour de moi devint flou, les visages de mes proches se transformant en taches indistinctes. Seule la petite boîte en bois, abandonnée sur le sol, restait nette, symbole de mon échec, de mon invisibilité. La réaction de Julien fut immédiate. Un éclair de colère traversa son visage. Il attrapa son fils par le bras, sa voix un murmure sifflant et furieux. « Léo, demande pardon à mamie, tout de suite !» Mais les excuses qui suivirent, marmonnées du bout des lèvres sous la contrainte, ne firent qu'aggraver ma peine. Elles étaient vides de sens, de remords, un simple rituel social accompli pour éviter une punition. Elles ne pouvaient pas réparer ce qui venait d'être brisé, le fil ténu qui me reliait encore à ce monde, à cette famille. Je me sentis soudain terriblement vieille, plus vieille que mes 72 ans. J'y étais une étrangère, une gardienne de reliques sans valeur dans un monde qui ne vénérait que le neuf, l'instantané, le jetable. Mon cadeau N était pas seulement un objet, C était un testament. C était l'histoire de ma première rencontre avec Robert, de notre premier voyage ensemble, une promesse qu'il m'avait faite avec cette boussole, qu'il retrouverait toujours son chemin vers moi. Et ce trésor, ce fragment de ma vie, venait d'être qualifié de nul par le petit-fils que j'aimais plus que tout. Une vague de honte et d'humiliation me submergea. Je sentis les larmes monter, brûlantes, menaçant de déborder. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de me voir pleurer, de leur imposer le fardeau de ma tristesse. D'une voix que j'espérais plus stable qu'elle ne le était, je murmurai que j'avais besoin de prendre l'air, un prétexte pour fuir leurs regards remplis de pitié et de gêne. Je me levai de ma poltronne, mes jambes tremblantes peinant à me soutenir, et je me dirigeai lentement vers la porte du balcon. Le froid glacial de la nuit me saisit dès que j'ouvris la porte vitrée. C était un choc bienvenu, une douleur physique qui venait momentanément éclipser la douleur de mon cœur. Je m'agrippais à la rambarde métallique, ses barreaux gelés mordant la paume de mes mains. Les lumières de la ville S étendaient à mes pieds, un tapis scintillant et indifférent. Les sons de la fête à l'intérieur de l'appartement me parvenaient, étouffés, comme s'ils venaient d'un autre monde, d'une autre vie à laquelle je n'appartenais plus. Là, dans l'obscurité et le silence de la nuit de Noël, je laissais enfin mes larmes couler. Elles gelaient presque instantanément sur mes joues, des larmes de chagrin, de solitude, et d'une profonde amertume. Je pleurais sur un vieil homme, qui me manquait terriblement, sur une époque révolue, mais surtout, je pleurais sur moi-même,
sur cette vieille femme invisible, dont les histoires et les trésors n'intéressaient plus personne. Je me sentais effacée, réduite à un souvenir que même mes proches commençaient à oublier. La boussole n'indiquait plus le nord, et moi je venais de perdre le mien. La petite boîte en bois, laissée sur le sol du salon, N, était plus seulement le symbole d'un amour passé, mais celui d'un pont rompu entre les générations. Ce soir-là, sur ce balcon glacial, je compris avec une clarté effroyable que l'on pouvait être entouré de sa famille, et pourtant se sentir plus seul que jamais. Le silence de la ville endormie était le reflet du silence qui était installé dans mon cœur. À l'intérieur, je savais que la vie reprenait son cours. Le malaise s'estomperait, l'incident serait mis sur le compte de l'enfance, et demain, tout serait oublié. Mais pour moi, quelque chose était irrémédiablement brisé. La phrase de Léo, innocente dans sa cruauté, avait agi comme un révélateur, mettant en lumière la fissure béante qui me séparait de leur réalité. Était plus qu'une simple déception, était la confirmation douloureuse que mon monde, mes souvenirs, et tout ce qui avait constitué ma vie, était en train de disparaître, balayé par un futur qui n'avait plus besoin d'eux. Le vent glacial de décembre mordait mes joues, mais je ne le sentais presque pas. La douleur à l'intérieur était bien plus vive, une brûlure sourde qui irradiait depuis ma poitrine. Accoudée à la rambarde, je regardais les lumières de la ville clignoter en contrebas, indifférente à mon chagrin. Chaque éclat lumineux me renvoyait à un souvenir, à une étincelle de vie que je sentais éteindre en moi. Les mots de Léo tournaient en boucle dans ma tête. C'est nul. Une sentence simple, prononcée sans méchanceté, mais qui avait eu l'effet d'un marteau sur la fine porcelaine de mes souvenirs. Ce N était pas un objet qu'il avait rejeté. Était ma vie entière, l'histoire d'un amour que lui ne connaîtrait jamais. Elle, écho d'un homme qu'il n'avait pas eu la chance d'appeler papy. Cette boussole, elle était bien plus qu'un morceau de laiton terni. Elle était le début de tout. Je me souviens encore du jour où Robert me l'a montrée pour la première fois. Nous étions jeunes, à peine 20 ans, et le monde nous appartenait, ou du moins c'est ce que nous croyions. Nous travaillions tous les deux dans le textile, moi à la couture, lui à la maintenance des machines. Était un travail dur, répétitif, dans le vacarme assourdissant des métiers à tisser, mais était notre vie. Nos pauses déjeuner, partagées sur un banc dans la cour de l'usine, étaient nos petits moments de paradis. Il sentait toujours un peu l'huile et la graisse, une odeur qui pour moi est devenue celle de la sécurité, du foyer. Il était timide, Robert. Il était pas du genre à faire de grands discours. Son amour, il le montrait par des gestes. Un regard, une main qui effleurait la mienne, un morceau de chocolat partagé en cachette. Et puis un jour, il a sorti cette boussole de la poche de son bleu de travail. Il l'avait trouvée dans une brocante à Oisem. Pour qu'on ne se perde jamais, avait-il dit, ses joues rougissant un peu. Je n'avais pas compris sur le moment toute la portée de cette phrase. Pour moi, ce N était qu'un joli petit objet ancien, le témoignage de sa tendresse maladroite. Je ne savais pas encore que cet objet deviendrait le gardien de notre histoire, le symbole de sa plus grande épreuve. Peu de temps après, la lettre est arrivée. L'appel sous les drapeaux. L'Algérie. Ce mot seul suffisait à glacer le sang de toutes les mères, de toutes les fiancées de France. Nous étions pas encore mariés, à peine fiancés dans nos cœurs. La veille de son départ, sur le quai de la gare de l'île Flandre, au milieu des pleurs et des adieux déchirants, il a glissé la boussole dans ma main. Garde-la précieusement. Elle me montrera le chemin du retour, vers toi. Je l'ai serrée si fort dans ma paume, que sa forme s'est imprimée dans ma peau. Une promesse silencieuse et brûlante que j'ai portée sur moi pendant les longs mois de son absence. Les lettres étaient notre seul lien, notre bouée de sauvetage dans un océan d'incertitude. Il me décrivait la chaleur écrasante, la poussière ocre des Aurès, la peur constante qui rôdait dans l'ombre. Il ne parlait jamais des combats, seulement de la camaraderie, des paysages arides, et de son désir de rentrer. Dans chaque lettre, il me demandait si la boussole indiquait toujours le nord, comme pour s'assurer que son point de repère, son ancre, était toujours là, à l'attendre. Et moi je lui répondais que oui, elle indiquait toujours le chemin de la maison, le chemin vers moi. Était notre rituel, notre prière. Puis, le silence. Plus de lettres pendant 3 longues semaines. 3 semaines d'une angoisse insoutenable, où chaque sonnerie à la porte me faisait sursauter, craignant le pire. J'allais au travail comme une automate, mes mains cousant des kilomètres de tissu tandis que mon esprit était là-bas, dans ces montagnes hostiles. Je sortais la boussole 100 fois par jour, la polissant avec un bout de chiffon, comme si mes gestes pouvaient le protéger, le guider. La petite aiguille tremblotante était ma seule confidente, le seul témoin de mes larmes silencieuses.
Je me sentais si impuissante, si loin de lui. J'ai appris plus tard ce qui était passé. Lors d'une patrouille, son unité était tombée dans une embuscade. Dans la confusion, séparé de ses camarades, il était retrouvé seul, perdu dans un dédale de roches et de maquis, avec pour seule compagnie sa gourde presque vide et le souvenir de mes yeux. Il m'a raconté comment, pendant 2 jours et 2 nuits, il a marché, guidé non pas par une carte qu'il n'avait pas, mais par une boussole intérieure, une certitude qu'il devait survivre. Il pensait à moi, à notre banc dans la cour de l'usine, et cela lui donnait la force d'avancer, un pas après l'autre, sous un soleil de plomb. Il a fini par retrouver une piste, puis un poste avancé. Il était épuisé, déshydraté, mais vivant. Quand il est rentré en permission quelques mois plus tard, il était différent. Plus mince, le regard plus grave, mais avec la même lueur de tendresse quand il me regardait. Il a repris la boussole que je lui tendais, et avec le couteau qu'il avait toujours sur lui, il a commencé à sculpter une petite boîte dans un morceau de bois de hêtre. Il y a passé des heures, concentré, comme si cet acte était une thérapie, une façon de mettre sa peur et son épreuve en boîte, de les maîtriser. Sur le couvercle, il a gravé nos initiales, M et R, entrelacées. Comme ça, m'a-t-il dit en plaçant la boussole à l'intérieur, elle ne protège plus seulement mon chemin, mais le nôtre. Elle nous rappellera toujours que même quand tout semble perdu, il y a toujours un or à trouver, un chemin pour rentrer à la maison. Ce jour-là, il m'a demandé de l'épouser. La boussole N était plus un simple objet, elle était devenue le réceptacle de notre survie, le fondement de notre avenir commun. Comment un enfant de 10 ans pouvait-il comprendre cela? Comment pouvais-je lui transmettre le poids de la peur, le goût du soulagement, la force d'un amour forgé dans l'aile? Épreuve. Nous nous sommes mariés simplement, sans faste. Notre vie a suivi son cours, rythmée par le travail, la naissance de Julien, les petites joies et les peines du quotidien. L'argent était souvent un souci. Je me souviens des hivers rigoureux, où il fallait choisir entre mettre un peu plus de charbon dans le poêle ou acheter une meilleure coupe de viande pour le dimanche. Nous ne nous plaignions jamais, nous avions appris la valeur des choses simples. Un vêtement reprisé avait plus de valeur qu'un œuf, car il portait l'histoire de notre soin. Un repas partagé, même frugal, était un festin. Robert était un homme de main. Il savait tout faire. Réparer le robinet qui fuit, construire une étagère, retaper un vieux meuble trouvé dans la rue. Il disait toujours, on ne jette rien, Martine, tout a une seconde vie. C'est cette philosophie qui a guidé notre existence. Notre appartement était un patchwork de choses réparées, transformées, aimées. Chaque objet avait une âme, une histoire. C'est ce monde que j'ai essayé de préserver. Un monde où la valeur N était pas dans le prix mais dans le temps, l'effort et l'amour investis. Un monde qui semble aujourd'hui complètement anachronique. Quand Julien est né, notre vie a été bouleversée. Il était notre soleil. Robert passait des heures à lui fabriquer des jouets en bois. Une petite voiture, des cubes, un cheval à bascule. Des jouets simples qui laissaient toute la place à l'imagination. Je le vois encore, Julien, petit garçon, courant dans le salon en faisant des bruits de moteur avec sa bouche, sa petite voiture en bois à la main. Il n'avait pas besoin d'échelle, écran pour être heureux. Une boîte en carton devenait un château fort, une branche d'arbre, une épée de chevalier. Son monde était tangible, réel. J'ai essayé de transmettre cela à Léo. Quand il était plus petit, ça fonctionnait. Nous passions des après-midi entiers à construire des cabanes avec des draps et des chaises, à lire des histoires de pirates et de trésors cachés. Je lui montrais mes boîtes à boutons, qu'il triait par couleur et par forme pendant des heures, fasciné par ces petits trésors colorés. Je lui apprenais des comptines que ma propre grand-mère m'avait apprises. Nous étions complices, connectés par un fil invisible, tissé de traditions simples et de tendresse partagée. Puis, la technologie est entrée dans sa vie, et tout a changé. D'abord le smartphone de ses parents, qu'il empruntait pour regarder des dessins animés. Puis sa première console de jeu. Et enfin, la tablette. Progressivement, le monde réel semblait perdre de son attrait pour lui. Les cabanes en drap ont été remplacées par des forteresses virtuelles. Mes histoires ne pouvaient plus rivaliser avec les aventures épiques de ces jeux vidéo. Le fil qui nous unissait s'est effiloché, est devenu de plus en plus ténu, jusqu'à devenir presque invisible. J'ai vu mon petit-fils éloigné, s'enfermer dans une bulle numérique où je n'avais pas ma place. J'essayais parfois de m'y intéresser. Montre-moi ton jeu, Léo. Il me montrait alors un écran frénétique, plein de lumière, d'explosions et de personnages que je ne comprenais pas. Il m'expliquait les règles avec une patience condescendante, mais je voyais bien que je le dérangeais. Je n'appartenais pas à cet univers. J'y étais une intruse, une anomalie d'un autre temps. La solitude, qui m'avait assailli à la mort de Robert, a pris une nouvelle forme. Ce N était plus seulement l'absence d'un être cher, C était le sentiment
être devenu obsolète, une relique vivante. Mes histoires, mes souvenirs, mes valeurs, tout cela semblait n'avoir plus aucun intérêt. Quand je parlais du passé, je voyais les regards de mes enfants et petits-enfants devenir vagues, polis, mais distants. Ils m'aiment, écoutaient par devoir, par affection, mais ils n'entendaient plus vraiment. Ils étaient déjà passés à autre chose. La mort de Robert avait déjà été une amputation. Il était mon or, mon point de repère. Après son départ, j'ai dû réapprendre à vivre, à trouver un nouvel équilibre. L'usine avait fermé depuis longtemps, emportant avec elle une partie de mon identité, de ma vie sociale. Mes amies, les autres couturières, sont parties les unes après les autres. Je me suis retrouvée seule, dans cet appartement rempli de souvenirs, gardienne d'un passé que plus personne ne semblait vouloir partager. Mes journées sont devenues des rituels immuables. Le marché le matin, le tricot l'après-midi devant la télévision, les appels téléphoniques brefs avec Julien pour prendre des nouvelles. Je voyais bien que Ja était devenue une préoccupation pour lui. « Tu manges bien, maman ? Tu ne sors pas trop peu ?» Ces questions étaient pleines d'amour, mais aussi d'une sorte de culpabilité. Il menait sa propre vie, une vie trépidante, stressante, où il y avait peu de place pour les longues conversations sur le passé. Je ne lui en ai jamais voulu. Je sais ce que c'est que élever des enfants, de gérer un budget serré, de courir après le temps. Amélie, ma belle-fille, est une femme formidable, mais elle est constamment épuisée, jonglant entre son travail à temps partiel, la maison et les enfants. Leur monde est celui de l'efficacité, de l'optimisation. Le temps pour la nostalgie est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et moi je suis devenue la personnification de cette nostalgie. Le fossé entre les générations, je le sentais se creuser chaque jour un peu plus. Ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une différence fondamentale dans la perception du monde. Pour moi la patience est une vertu, la mémoire un trésor. Pour Léo, l'attente est une frustration, le passé un concept abstrait et ennuyeux. Son monde est instantané, éphémère. Une information chasse l'autre. Une image remplace la précédente à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de place pour la lenteur, pour la contemplation. J'ai vu cette impatience dans ses gestes, lorsqu'il a déchiré le papier journal qui enveloppait mon cadeau. Ce papier, je l'avais choisi à dessein. C était un petit clin d'œil à notre passé, à une époque où l'on faisait avec ce que l'on avait. Mais pour lui, ce N était qu'un emballage moche, indigne du trésor qu'il espérait. Sa déception était déjà palpable avant même qu'il n'ait découvert le contenu. Il était conditionné à attendre du brillant, du coloré, du neuf. Offrir cette boîte et cette boussole à Léo était peut-être une erreur, une tentative désespérée et maladroite de jeter un pont au-dessus de ce gouffre. J'avais espéré, dans un élan de naïveté, que la curiosité l'emporterait. Que l'objet, si différent de tout ce qu'il connaissait, piquerait son intérêt. J'imaginais lui raconter l'histoire, le voir émerveillé, comprendre enfin un petit bout de ce que J était, de ce que nous avions été. Je voulais lui offrir non pas un jouet, mais un héritage, une racine. Sa réaction a brisé ce dernier espoir. C'est nul. Ces deux mots ont anéanti des décennies d'histoire. Ils ont réduit l'amour de Robert, sa peur, sa survie, notre promesse, à un simple objet sans valeur, bon pour la poubelle. J'ai ressenti une humiliation profonde, non pas pour moi, mais pour Robert. Était sa mémoire que l'on venait d'insulter, son courage que l'on venait de mépriser. Et le pire c'est que Léo l'avait fait sans même s'en rendre compte, avec la plus parfaite et cruelle innocence. Sur ce balcon, le froid me ramenait à la réalité. Je était pas seulement triste, J était en colère. Une colère sourde contre ce monde qui avançait sans moi, contre cette modernité qui balayait tout sur son passage, y compris les souvenirs. Une colère contre moi-même aussi, pour ne pas avoir su trouver les mots, pour ne pas avoir réussi à transmettre l'essentiel. J'avais échoué dans mon rôle de grand-mère, de passeuse de mémoire. J était la dernière gardienne d'un trésor dont plus personne ne voulait. Je me suis souvenu d'une conversation avec Julien quelques semaines plus tôt. Je lui parlais de Léo, de son obsession pour les écrans. Il ne lit plus, Julien. Il ne s'intéresse à rien d'autre qu'à ses jeux. Il m'avait répondu avec une lassitude que je connaissais bien. C'est son époque, maman. On ne peut pas lutter contre ça. Il faut vivre avec son temps. Mais si vivre avec son temps signifiait oublier d'où l'on vient, alors je ne voulais plus de ce temps-là. Le sentiment d'injustice me serrait la gorge. Toute ma vie j'avais travaillé, économisé, fait des sacrifices pour que mon fils ait une vie meilleure que la mienne. Et il l'avait. Lui et sa famille ne manquaient de rien d'essentiel. Mais dans cette course au confort matériel, n'avait-il pas perdu quelque chose en route? Une certaine richesse intérieure, une connexion aux choses simples, aux histoires qui nous construisent? Le cadeau de Léo, cette tablette hors de prix, en était le parfait symbole. Un objet cher mais vide d'âme,
qui l'isolait du monde au lieu de l'y connecter. Mon cadeau, lui, était tout l'inverse. Il ne coûtait rien, mais il contenait tout. Il n'isolait pas, il reliait. Il reliait le présent au passé, le petit-fils au grand-père, la paix à la guerre, la vie à la mort. C était un objet passerelle, un portail vers une autre dimension du réel. Mais pour l'ouvrir, il fallait une clé. La curiosité, l'empathie, l'imagination. Des qualités que le monde de Léo semblait avoir endormies, voire éteintes. J'ai entendu la porte du balcon s'ouvrir doucement derrière moi. C était Julien. Il s'est approché sans un mot, et a posé sa main sur mon épaule. Son contact était chaud, réconfortant. « Ça va, maman ?» a-t-il murmuré. Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement secoué la tête, laissant une nouvelle vague de larmes silencieuses rouler sur mes joues. Il n'a pas insisté. Il est resté là, à côté de moi, regardant les lumières de la ville, partageant mon silence. Dans son geste, j'ai senti tout son amour, mais aussi son impuissance. Il était pris entre deux mondes, le mien, celui de ses racines, et celui de son fils, son avenir. Il savait que j'avais été blessé, il était en colère contre Léo, mais il savait aussi, au fond de lui, que son fils, N, était que le produit de L, éducation qu'il lui avait donnée, de la société dans laquelle il grandissait. Mon chagrin était aussi, d'une certaine manière, le reflet de son propre échec à transmettre l'héritage. « Je suis désolé, maman », a-t-il finalement dit, sa voix étranglée par l'aile, émotion. « Je n'aurais pas dû, j'aurais dû lui expliquer. Je lui parle si peu de papa. » Cette phrase, cet aveu, a légèrement apaisé ma douleur. Il comprenait. Il voyait la fissure. Lui aussi. Le problème N était pas Léo. Le problème était la chaîne de transmission, qui sait, était rompue, un maillon après l'autre. Par manque de temps, par pudeur, par oubli. Nous sommes restés un long moment ainsi, mère et fils, deux solitudes unies face à un gouffre. Le son de la fête à l'intérieur nous parvenait, assourdi, presque irréel. Chloé riait aux éclats, Amélie discutait avec ses parents. La vie continuait, comme si de rien N était. Mais pour nous deux, sur ce balcon, quelque chose avait changé. La blessure était ouverte, et nous ne savions pas encore si elle pourrait un jour cicatriser. Je savais que je devais rentrer, faire face, sourire à nouveau, pour ne pas gâcher la soirée des autres. C'est ce que les femmes de ma génération ont toujours fait. Ravaler leurs larmes, mettre leurs peines de côté pour préserver l'harmonie. J'ai pris une profonde inspiration, l'air glacé brûlant mes poumons. J'ai rassemblé les miettes de ma dignité, j'ai séché mes joues du revers de la main, et je me suis tourné vers mon fils. Ce n'est rien, mon chéri. Ce n'est qu'un enfant. Mais nous savions tous les deux que C était un mensonge. Ce N était pas rien. C était le symptôme d'un mal plus profond, d'une fracture qui traversait notre famille, et sans doute bien d'autres. La fracture entre ceux qui se souviennent et ceux qui ne savent pas, entre le monde du tangible et celui du virtuel, entre la patience et l'immédiateté. Et je me demandais, avec une angoisse sourde, si un pont était encore possible. En repassant la porte du salon, mon regard a croisé celui de Léo. Il était assis par terre, sa nouvelle tablette posée à côté de lui, éteinte. Il tenait dans ses mains la petite boîte en bois et la boussole. Il ne jouait pas avec, il les observait, les tournait et les retournait, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce N était plus du dédain, ni de la déception. C était autre chose. Peut-être de la perplexité. Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois de la soirée, il me voyait vraiment. Dans son regard, j'ai cru déceler une lueur, une minuscule étincelle de curiosité. Ou peut-être N était-ce que le reflet des guirlandes du sapin. Je n'en savais rien. Mais pour la première fois depuis des heures, un souffle d'espoir, aussi fragile qu'une bulle de savon, s'est élevé dans mon cœur. Peut-être que toute haine n'était pas perdue. Le passé n'est pas une chose morte, c'est un pays dont nous sommes tous issus. Robert m'avait appris à toujours retrouver le nord, même dans la plus profonde obscurité. Peut-être que mon rôle N n'était pas de forcer Léo à regarder en arrière, mais simplement de lui laisser la boussole entre les mains, et d'attendre. Attendre qu'il ait envie, de lui-même, de trouver son propre nord, de comprendre d'où venait le chemin qu'il avait mené jusqu'ici. La vie de couturière m'a appris la patience, on ne peut pas forcer le fil dans le chat de l'aiguille. Il faut de la précision, de la douceur, et parfois, il faut s'arrêter, respirer, et recommencer. Mon histoire avec Léo était peut-être comme une couture complexe. J'avais fait un nœud, tiré le fil trop fort, il fallait maintenant défaire ce nœud avec délicatesse, sans casser le fil. La soirée de Noël N était pas terminée. Je suis retournée m'asseoir dans ma poltronne, reprenant ma place de spectatrice. Mais quelque chose avait changé en moi. Je, N, était plus seulement une gardienne de musée résignée. J, était une grand-mère qui venait de se prendre un mur, mais qui, peut-être,
entrevoyait une petite fissure, par laquelle la lumière pourrait passer. La douleur était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à une attente, à une question. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une ambiance étrange, un mélange de gêne et de tentatives forcées de normalité. Les adultes parlaient plus fort que nécessaire, riaient de blagues pas très drôles. Seul Léo restait silencieux, la petite boîte en bois toujours près de lui. Il n'avait pas rallumé sa tablette. Était un petit détail, mais pour moi il était immense. Il avait choisi l'objet du passé plutôt que celui du futur. Je me suis souvenu de Robert me racontant sa survie dans le désert. Il disait que le plus dur était pas la soif ou la faim, mais le silence, le sentiment d'être absolument seul au monde. Ce soir, était senti comme lui, perdu dans un désert affectif. Mais le silence de Léo était peut-être pas un silence de rejet. Était peut-être un silence de réflexion, le début d'un questionnement. Quand l'heure de partir est arrivée, j'ai fait la bise à tout le monde. En embrassant Léo, il ne m'a pas tendu la joue comme d'habitude. Il m'a serré maladroitement dans ses bras, et a murmuré contre mon cou « Pardon mamie ». Cette fois sa voix était pas contrainte. Elle était petite, un peu honteuse. J'ai caressé ses cheveux. « Ce n'est pas grave mon trésor ». Et pour la première fois, je le pensais un peu. En rentrant chez moi, dans le silence de mon appartement, j'ai repensé à toute ma vie. Une vie simple, faite de peu, mais une vie pleine. Pleine d'amour, de travail, de peines et de joie. Une vie dont chaque fil était précieux. La réaction de Léo avait mis en lumière ma plus grande peur. Celle que tous ses fils, si patiemment tissés, finissent par se défaire dans l'indifférence, que ma vie entière ne soit qu'une tapisserie que personne ne regarderait plus. Mais son pardon murmuré, son silence et son regard interrogateur avaient planté une petite graine. Une graine d'espoir. Peut-être que les histoires n'ont pas besoin d'être comprises immédiatement pour avoir de la valeur. Peut-être qu'il suffit de les planter, comme des graines, dans le cœur des enfants. Et d'attendre, avec patience, qu'elles germent, parfois des années plus tard, quand la vie leur aura appris à apprécier la saveur des racines. Ce soir-là, je me suis endormie non pas avec un sentiment de défaite, mais avec une nouvelle mission. Je ne devais pas seulement être la gardienne de la mémoire. Je devais devenir une traductrice. Traduire mon monde, mon langage, mes valeurs, dans une langue que mon petit-fils pourrait comprendre. Ce ne serait pas facile. Le chemin serait long, semé d'embûches. Mais pour la première fois, je sentais que ce était pas impossible. La boussole de Robert indiquait toujours le nord. Et mon nord, d'être ma famille. Julien, Amélie, Chloé, et ce petit garçon de 10 ans qui venait sans le savoir de me lancer le plus grand défi de ma vie. Lui apprendre à lire la carte de son propre passé, pour qu'il puisse mieux tracer la route de son avenir. La nuit de Noël s'achevait, mais une nouvelle histoire, peut-être, ne faisait que commencer. Le conflit était pas entre moi et Léo, il était entre deux époques. Et comme une couturière qui doit assembler deux tissus très différents, je savais qu'il me faudrait trouver le bon fil, le fil le plus solide, celui de l'aile. Le lendemain matin, le jour de Noël, l'atmosphère de l'appartement était aussi lourde et indigeste que les restes du festin de la veille. Un silence pesant était installé, un silence que même les dessins animés diffusés à bas volume à la télévision ne parvenaient pas à dissiper. Nous étions tous réunis autour de la table du petit déjeuner, mais un gouffre invisible nous séparait. Les croissants et les pains au chocolat semblaient n'avoir aucun goût. Julien et Amélie échangeaient des regards inquiets au-dessus de leur tasse de café, tandis que Chloé, sentant la tension, restait inhabituellement calme. Je me forçais à manger une biscotte, chaque bouchée me paraissant être du sable, le cœur encore meurtri par les événements de la soirée. Était là, physiquement, mais mon esprit flottait dans un brouillard de tristesse et de résignation. Léo était le plus silencieux de tous. Lui, d'ordinaire si bruyant et expansif le matin de Noël, fixait le fond de son bol de céréales comme s'il contenait les secrets de l'univers. Il n'avait pas touché une seule fois à sa tablette, qui reposait, éteinte, sur une chaise à côté de lui. Son visage était fermé, indéchiffrable. Était-ce de la bouderie? De la honte? Ou simplement l'ennui d'un enfant qui avait déjà épuisé la nouveauté de ses cadeaux? Je n'osais pas croiser son regard, de peur d'y lire l'indifférence qui m'avait tant blessé. Je me sentais comme une vieille horloge arrêtée dans une maison moderne, un objet dont on ne sait que faire, mais que l'on n'ose pas jeter par respect pour le passé. Soudain, sans un mot, Léo a repoussé sa chaise, le bruit grinçant sur le carrelage brisant la quiétude anormale de la pièce. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il a quitté la table et s'est dirigé d'un pas décidé vers sa chambre. Mon cœur s'est serré. J'imaginais le pire. Qu'il allait s'enfermer pour jouer, confirmant ainsi le fossé qui nous séparait, me signifiant une fois pour toutes que mon monde et le sien étaient irréconciliables. Julien a ouvert la bouche pour le rappeler à l'ordre, mais un regard d'Amélie l'a retenu.
Nous sommes restés suspendus à ce moment attendant de voir ce qui allait se passer, retenant notre souffle comme si nous étions au bord d'un précipice. Quelques instants plus tard, il est réapparu dans l'encadrement de la porte. Dans ses mains, il tenait sa nouvelle tablette. Une vague de déception m'a submergée, si intense qu'elle en était presque physique. Était donc ça. Il venait me narguer avec l'objet de son désir, le symbole de ma défaite. Il allait me montrer un jeu, une vidéo, quelque chose de brillant et de rapide, pour me prouver à quel point mon cadeau était dérisoire et obsolète. Je me suis préparé intérieurement à recevoir ce nouveau coup, à encaisser cette dernière humiliation avec la dignité qu'il me restait, à lui offrir un sourire crispé pour ne pas gâcher davantage cette journée de fête. Mais il n'a pas fait ce que je craignais. Au lieu de s'arrêter à distance, il a traversé le salon et est venu se planter juste devant ma poltronne, là où je m'essais, était réfugié après le petit déjeuner. Il a levé la tablette à hauteur de mes yeux, son visage grave et concentré. Je m'attendais à voir un écran de jeu coloré, mais ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Était une carte, une vue satellite de montagnes arides et ocres, un paysage sauvage et inhospitalier que je n'avais jamais vu de mes propres yeux, mais que j'avais imaginé des milliers de fois. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, une reconnaissance confuse et douloureuse commençant à poindre dans mon esprit. Puis, sa petite voix, claire et sérieuse, a résonné dans le silence du salon. « Regarde mamie, c'est ici que papy s'est perdu. » Son doigt a glissé sur elle, écran lisse, traçant une ligne imaginaire à travers un dédale de canyons et de crêtes rocheuses. Il a zoomé sur la carte, révélant des détails topographiques, des noms de lieux qui sonnaient étrangement familiers, des noms que Robert avait murmurés dans son sommeil pendant des années. Mon cerveau peinait à comprendre ce qui se passait. Comment savait-il ? Comment avait-il trouvé cet endroit qui n'existait pour moi que dans les récits fragmentaires de mon mari ? Il a continué, son ton devenant celui d'un explorateur partageant sa plus grande découverte. Papa m'a raconté l'histoire hier soir, après que tu sois parti te coucher. J'ai cherché sur Internet. C'est les Aurès, en Algérie. Il a pointé un point précis sur la carte. Le poste avancé devait être par là. J'ai tracé l'itinéraire qu'il a pu prendre pour revenir. Ça a dû lui prendre 2 jours comme il a dit. Il parlait de Robert non pas comme d'un lointain ancêtre, mais comme du héros d'une aventure incroyable, une aventure qu'il était en train de revivre à travers la technologie. Je le regardais abasourdi. Ce n'était pas un jeu, était une enquête, un pèlerinage virtuel. Il avait utilisé son outil, son langage, non pas pour fuir la réalité, mais pour plonger au plus profond de notre histoire familiale. Il avait transformé cet objet froid et impersonnel en une machine à remonter le temps, en une fenêtre ouverte sur le passé le plus intime et le plus douloureux de notre famille. Les larmes que j'avais si durement contenues la veille ont commencé à perler au coin de mes yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas amères. Étaient des larmes de stupeur et d'une émotion si intense qu'elles me coupaient la respiration. Puis il a levé les yeux de écran, et les a plantés dans les miens. Son regard était plus vide ou dédaigneux. Il était rempli d'une curiosité sincère, d'une gravité nouvelle, d'une question qui a fait basculer mon monde. « Tu crois qu'il a utilisé la boussole tout le temps ?» a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une admiration enfantine. Cette question, si simple, si directe, était la clé. Elle ouvrait la porte que je croyais fermée à jamais. Il ne se moquait pas de mon cadeau. Il essayait de le comprendre, de lui donner sa juste place dans l'épopée qu'il venait de découvrir. À cet instant précis, le barrage qui retenait mon chagrin et ma solitude a cédé. J'ai éclaté en sanglots, des sanglots profonds, libérateurs, qui secouaient tout mon corps. Ce était plus de la tristesse. Était un soulagement immense, la fin d'un exil intérieur. Mon petit-fils ne m'avait pas rejeté. Il avait juste eu besoin qu'on lui traduise mon histoire, dans sa propre langue. Il avait eu besoin d'un pont, et il venait de le construire lui-même, avec ses propres outils, avec une ingéniosité et une sensibilité que je n'aurais jamais pu soupçonner. Lentement, ma main tremblante s'est levée. Une main ridée, tachée par le temps, déformée par l'arthrose, une main qui avait cousu des kilomètres de tissu, pétri du pain, soigné des blessures et caressé le visage de l'homme qu'il appelait papy. Je l'ai posé sur elle, écran de la tablette, juste à côté de sa petite main d'enfant. Le contact de ma peau usée sur le verre froid et lisse de la technologie a été comme un choc électrique, un symbole puissant. Était la rencontre de 2 mondes, la fusion de la mémoire et du futur, la preuve que rien était incompatible. Oui mon chéri, ai-je réussi à articuler entre 2 sanglots, ma voix brisée par émotion. Il l'a utilisée tout le temps. Il me disait toujours qu'elle ne lui montrait pas seulement le nord, mais le chemin pour revenir vers moi. En prononçant ces mots, je ne parlais plus seulement à Léo. Je parlais à Robert, par-delà le temps et la mort, pour lui dire que son histoire n'était pas perdue,
qu'elle avait trouvé un nouvel héritier, un nouveau gardien. Le silence dans le salon était maintenant différent. Hélène était plus pesant, mais respectueux, empli d'une émotion partagée. Julien S. était approché, une main sur mon épaule, les yeux rougis. Amélie souriait à travers ses propres larmes. Ils assistaient, tout comme moi, à un petit miracle de Noël. Non pas un miracle divin, mais un miracle profondément humain. Celui de la reconnexion, de la transmission réussie. Le fil que je croyais rompu venait d'être renoué, plus solide que jamais. Léo n'a pas retiré sa main. Il l'a laissée sous la mienne, nos doigts se touchant à travers l'écran lumineux. Il m'a alors posé la question que Julien avait redouté d'entendre, la question qui touchait au cœur de l'épreuve. « Mamie, est-ce que papy a eu peur ?» Sa voix était à peine un murmure, plein d'une empathie nouvelle. Il ne cherchait plus le sensationnel, mais la vérité humaine, la fragilité derrière le héros. Cette question a tout changé. Elle m'a donné la force de transformer mes souvenirs douloureux en un héritage. Je lui ai parlé de la peur de Robert, oui, mais aussi de son courage. Je lui ai raconté les nuits où je me réveillais en sursaut, persuadé d'avoir entendu son appel. Je lui ai décrit la joie indescriptible de son retour, le poids de son corps contre le mien sur le quai de la gare, l'odeur de la poussière, et du soleil sur son uniforme. L'histoire N était plus la mienne, elle devenait la sienne. Il a écouté, captivé, oubliant complètement le monde extérieur. La tablette était toujours allumée entre nous, mais elle N était plus qu'un support, un prétexte. Le véritable écran était devenu mes yeux, le véritable son était ma voix. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme une relique. Je me sentais vivante, essentielle. Je N était plus la gardienne d'un passé mort, mais la conteuse d'une histoire éternelle. J'ai compris à ce moment-là que je m'aimais, était trompée. Je m'essayais, elle était battue contre la modernité, la voyant comme une ennemie qui effaçait mon monde. Mais la modernité N était qu'un outil. Le véritable enjeu N était pas de choisir entre le passé et le présent, mais de trouver comment les faire dialoguer. Léo, avec son intuition d'enfant, venait de me le montrer de la plus belle des manières. Il n'avait pas rejeté mon monde, il l'avait exploré avec les cartes du sien. La petite boîte en bois et la boussole étaient posées sur la table basse. Léo les a regardées, puis m'a regardé. On peut la mettre sur la carte ? Juste là où il était. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a pris la boussole avec une précaution nouvelle, une sorte de révérence. Il l'a déposée délicatement sur l'advar, écran de la tablette, sur les montagnes des Aurès. Le vieux laiton terni sur le verre brillant. Le passé reposant sur le présent. L'aiguille, après une légère oscillation, s'est immobilisée, pointant fidèlement vers le nord. Ce geste a scellé notre réconciliation. Il n'y avait plus de conflit, plus de fossé. Il n'y avait qu'un pont, solide et lumineux, construit entre une grand-mère et son petit-fils. Un pont fait de souvenirs, de curiosité, de technologie et d'un amour retrouvé. J'ai su que Robert, où qu'il soit, devait sourire. Sa boussole avait, une fois de plus, guidé quelqu'un vers la maison, vers le cœur de sa famille. La transformation de Léo était palpable. Ce N était plus le même enfant que la veille. Quelque chose S était éveillé en lui. La conscience de ses racines, la compréhension que derrière chaque vieil objet se cache une histoire, et que ces histoires sont les véritables trésors. Il n'avait pas seulement découvert le passé de son grand-père, il avait découvert une partie de lui-même. Pour moi, cette matinée de Noël a été une véritable renaissance. La solitude qui me rongeait était dissipée, remplacée par un sentiment de connexion profonde, par un nouveau but. Mon rôle N était pas fini. J'avais encore tant d'histoires à raconter, tant de fils à tisser, pour que la tapisserie de notre famille continue de s'enrichir. Jaën était plus dépassée, Jaël était une passeuse de mémoire, un maillon essentiel de la chaîne. Cette histoire vous touche ? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous continuons avec la suite de la vidéo. Ce moment a redéfini notre relation. Ce N était plus une relation basée sur une affection polie et distante, mais sur un partage authentique. J'ai compris que pour être entendu par les nouvelles générations, il ne fallait pas leur imposer nos souvenirs comme des reliques sacrées, mais leur donner les clés pour qu'ils puissent se les approprier, les explorer, et les faire vivre à leur manière. Le respect ne se décrète pas, il se construit dans l'échange et la compréhension mutuelle. Ce moment, où nos deux mains se sont rejointes par-dessus le gouffre des générations, a tout changé. Le verre froid de la tablette sous ma paume ridée N était plus une barrière, mais un pont. La lumière de écran N, était plus aveuglante, mais éclairante, révélant non pas un monde virtuel qui m'excluait, mais la géographie même de mon propre cœur, de mon propre passé, rendu visible et tangible pour mon petit-fils.
Je sentais la chaleur de sa petite main sous la mienne, une chaleur qui se propageait en moi, chassant les derniers vestiges du froid glacial que j'avais ressenti sur le balcon. Ce N était pas seulement la réconciliation entre une grand-mère et son petit-fils. C était la fusion de deux époques, la preuve vivante que la mémoire et la modernité N étaient pas condamnées à s'opposer, mais qu'elles pouvaient, avec un peu d'amour et de curiosité, s'unir pour créer quelque chose de nouveau et de merveilleux. Le silence qui s'ensuivit dans le salon n'avait plus rien de pesant. C était un silence sacré, un silence de recueillement, comme dans une église après une prière exaucée. Julien avait les larmes aux yeux, mais un sourire flottait sur ses lèvres, un sourire de soulagement et de fierté. Amélie, ma belle-fille, était discrètement approchée et avait posé une main douce sur mon épaule, un geste de soutien et de complicité qui valait tous les discours. Même Chloé, la sœur de Léo, semblait comprendre qu'elle assistait à un moment important, car elle avait cessé de jouer, et nous observait avec de grands yeux attentifs. Nous étions plus des individus rassemblés par obligation pour une fête, mais une famille véritablement unie, dont les cœurs battaient à l'unisson, soudés par la redécouverte d'une histoire commune qui avait failli sombrer dans l'oubli. Loin de se satisfaire de cette première découverte, la curiosité de Léo était désormais insatiable, comme un feu qui venait de prendre et qui réclamait plus de combustible. Il a retiré sa main de sous la mienne, non pas pour rompre le contact, mais pour faire défiler d'autres images sur sa tablette. Il a zoomé sur des photos satellites, a cherché des articles sur les régiments français en Algérie, posant 1000 questions avec une énergie et une précision qui me stupéfiaient. Et la boîte, mamie ? Papa a dit que papy l'avait fabriquée. Il l'a faite avec quel bois ? Il a mis longtemps ? Chaque question était une petite pelle qui creusait plus profondément dans le sol de ma mémoire, exhumant des souvenirs que je croyais enfouis pour toujours, leur redonnant vie et couleur, sous le regard fasciné de cet enfant. Ma voix, d'abord étranglée par émotion, s'est affermie. Raconter N était plus un effort, mais une libération. Je lui ai décrit l'odeur du bois de hêtre que Robert ponçait sur le balcon de notre petit appartement, le son du couteau qui gravait nos initiales, la concentration presque religieuse sur son visage alors qu'il façonnait cet écrin pour notre histoire. Je lui ai expliqué que chaque copeau de bois enlevé était comme un mauvais souvenir de la guerre qu'il laissait derrière lui, et que la boîte, une fois terminée, n'était pas seulement un objet, mais le symbole de sa résilience, de sa capacité à transformer la douleur en quelque chose de beau et de durable. En parlant, je ne faisais pas que transmettre une histoire à Léo. Je la revivais moi-même, et je la comprenais avec une clarté nouvelle. Le reste de cette journée de Noël fut une douce parenthèse hors du temps. Le repas, qui s'annonçait si morose, se transforma en un banquet de souvenirs. Encouragé par l'intérêt de Léo, je suis allé chercher la vieille boîte à chaussures, où je gardais les photos en noir et blanc. Nous les avons étalées sur la table, au milieu des assiettes et des verres. Chaque cliché était une porte ouverte sur le passé. Léo les prenait une par une, avec une délicatesse inattendue, me questionnant sur chaque visage, chaque vêtement, chaque décor. C'est qui elle ? Et là, sac, était tout. Pour la première fois, mon passé N était plus un fardeau que je portais seul, mais un trésor, que nous explorions ensemble. Une carte au trésor, dont il était devenu le plus passionné des aventuriers. Soudain il a eu une idée qui n'appartenait qu'à sa génération. Il a pris une photo de Robert et moi le jour de notre mariage, un cliché un peu jauni par le temps, et l'a photographié avec sa tablette. En quelques manipulations, il a utilisé une application pour la coloriser. Et là, sous mes yeux ébahis, le passé a repris des couleurs. Le bleu un peu timide des yeux de Robert, le rose de mes joues de jeune mariée, le blanc de ma robe simple. Tout est redevenu vibrant, vivant, j'ai eu le souffle coupé. Loin de dénaturer le souvenir, sa technologie l'avait ravivé, me le rendant plus proche, plus réel que jamais. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas de détruire l'ancien, mais de le révéler sous une nouvelle lumière. Cette expérience a été une révélation pour moi. J'avais passé des années à me sentir en décalage. À voir la modernité comme une force hostile qui effaçait tout ce qui m'aime, était cher. Je étais enfermé dans une posture de résistance passive, pleurant un monde qui disparaissait sans voir que le nouveau monde pouvait aussi servir l'ancien. Léo, avec son geste simple, venait de faire voler en éclats mes préjugés. Il m'a appris que la technologie N était qu'un outil, un langage, et que le véritable enjeu N était pas de refuser ce langage, mais d'apprendre à l'utiliser pour dire les choses qui comptent, les choses éternelles. Mon rôle N était pas de me battre contre son monde, mais d'y trouver ma place, de devenir une traductrice de souvenirs. Ce soir-là, avant que je ne rentre chez moi, Julien a pris la petite boîte en bois et la boussole, et d'un commun accord avec Amélie, il les a placées sur la cheminée du salon, bien en évidence. Ce N était plus mon cadeau rejeté, mais une relique familiale, un point d'ancrage.
En la posant là, il ne faisait pas que réhabiliter un objet. Il me réhabilitait moi, me redonnant ma place au centre de la famille. Non plus comme une vieille parente qu'on tolère, mais comme la source vivante de leur histoire. L'objet N était plus le symbole d'une fracture, mais celui d'une suture, la preuve visible et permanente de notre réconciliation. Il était devenu la boussole de toute la famille, nous rappelant d'où nous venions pour mieux savoir où nous allions. Les semaines qui ont suivi ont confirmé que ce Noël n'avait pas été un simple armistice, mais le début d'une paix durable. Notre relation, à Léo et à moi, s'est totalement transformée. Il m'appelait régulièrement, non plus par devoir, mais par un désir sincère d'en savoir plus. « Mamie, j'ai une question pour mon exposé d'histoire, tu te souviens comment était la vie pendant les 30 Glorieuses ? Ou, tu peux me raconter encore l'histoire de la grève à l'usine ?» Il était devenu mon intervieweur attitré, le gardien de ma mémoire, et chaque conversation était pour moi une bouffée d'oxygène, un rappel joyeux que ma vie avait eu un sens, et que ce sens pouvait encore éclairer le présent. Cette nouvelle complicité a eu un effet thérapeutique sur moi. Le sentiment d'être inutile, d'être une charge pour mes proches, s'est lentement dissipé, remplacé par une énergie que je ne me connaissais plus. J'ai commencé à organiser mes souvenirs, à trier mes photos en prévision de ces visites, à écrire dans un cahier les anecdotes qui me revenaient en mémoire, de peur de les oublier. Ma solitude N était plus un vide angoissant, mais un espace fertile de réminiscence et de transmission. Le poids invisible qui courbait mes épaules S était allégé, et je me tenais à nouveau plus droite, physiquement et moralement, animée par ce nouveau but, qui donnait à mes journées une saveur oubliée. J'ai retrouvé le plaisir des choses simples. Aller au marché N était plus une corvée, mais l'occasion de me souvenir des recettes que ma mère me préparait, et que je pourrais apprendre à Léo. Tricoter N était plus une façon de tuer le temps, mais de créer quelque chose de mes mains, un acte tangible qui faisait écho à ma vie de couturière, et aux histoires que je racontais, des histoires où chaque fil, chaque maille, comptait. Je me sentais à nouveau actrice de ma vie, une vie qui, je le réalisais, était loin, être terminée. J'avais encore tant de choses à coudre, tant d'histoires à raccommoder et à transmettre. L'harmonie retrouvée a rejailli sur toute la famille. Julien, libéré de sa culpabilité, a renoué avec une part de son propre passé, posant lui aussi des questions sur son père, qu'il n'avait jamais osé poser. Amélie me regardait avec une nouvelle affection, voyant en moi non plus seulement la mère de son mari, mais une femme forte, dont l'histoire pouvait inspirer ses propres enfants. Nous avons commencé à organiser des dîners plus réguliers, non plus par obligation sociale, mais par un plaisir sincère, d'être ensemble, de partager des moments simples où les écrans S éteignaient pour laisser la place aux voix et aux rires. Bien sûr, Léo n'a pas changé du tout au tout. Il est resté un garçon de son temps, passionné de jeux vidéo et de nouvelles technologies. La résolution de notre histoire n'a pas été un conte de fées, mais un ajustement réaliste et bien plus précieux. Il n'a pas abandonné son monde pour le mien. Il a simplement agrandi le sien pour y inclure le mien. Il a appris qu'un objet pouvait avoir une valeur qui ne se mesurait pas en euros, et qu'une histoire bien racontée pouvait être plus captivante que n'importe quel jeu. Il a compris que ses racines N n'étaient pas des chaînes qui le retenaient au passé, mais des fondations solides sur lesquelles il pouvait construire son avenir. J'ai appris la plus belle des leçons, le pardon. J'ai pardonné à Léo sa cruauté enfantine, car j'ai compris qu'elle N était que le fruit de l'ignorance et non de la méchanceté. Mais plus important encore, je me suis pardonné à moi-même mon amertume, ma résignation, ma peur de ce que je ne comprenais pas. J'ai accepté mon âge, non comme un déclin, mais comme un privilège, celui d'avoir accumulé suffisamment de souvenirs pour pouvoir les offrir en héritage. Je N était plus une relique d'un temps passé. J était un pont vivant. Et C était là ma plus grande richesse. Quelques mois plus tard, alors que le printemps ramenait la lumière sur l'île, G était assise à ma table, mon cahier de souvenirs ouvert devant moi. Le téléphone a sonné. S'il était Léo. Sa voix était excitée. « Mamie, je suis au musée avec école, et j'ai vu une boussole de soldat, presque comme celle de papy. Le guide a raconté une histoire, mais je suis sûre que la tienne est mieux. » À cet instant, j'ai souri, et j'ai su que le fil N était pas seulement renoué, il était devenu incassable. Mon histoire ne m'appartenait plus, elle vivait désormais en lui, et continuerait de vivre bien après moi. Ce Noël-là, je croyais avoir perdu mon or. J était perdu dans le désert de ma propre solitude, persuadé que mon chemin s'arrêtait là. Mais cette vieille boussole, ce cadeau si mal reçu, a accompli son ultime miracle. Elle n'a pas seulement montré à Robert le chemin du retour à travers les montagnes d'Algérie. Elle m'a montré, à moi,
le chemin du retour vers le cœur de ma famille. Et elle a montré à Léo que le plus grand des voyages n'est pas celui qui nous emmène vers des mondes virtuels, mais celui qui nous plonge au cœur de nos propres origines. La vie, comme une couture, est faite de points avant et de points arrière. Il faut parfois revenir sur ses pas pour consolider l'ouvrage et s'assurer qu'il résistera à elle, épreuve du temps. Ce soir de Noël, notre famille a fait un point arrière, non pas pour reculer, mais pour renforcer les liens qui nous unissent. J'ai compris que chaque génération a le devoir, non pas d'effacer la précédente, mais d'apprendre à lire sa carte, à comprendre sa langue, pour pouvoir ensuite tracer sa propre route avec plus de sagesse et de force. Aujourd'hui, quand je regarde l'avenir, je ne vois plus un brouillard menaçant, mais un chemin qui se dessine, éclairé par la lumière du passé. Je sais que d'autres épreuves viendront, que d'autres incompréhensions surgiront. Mais je sais aussi que nous avons désormais notre boussole. Un petit objet de laiton et de bois, un trésor de rien du tout, qui nous rappellera toujours que, même dans la nuit la plus sombre, le véritable nord, celui qui ne nous fait jamais défaut, c'est l'amour qui nous lie les uns aux autres. Avez-vous vécu une histoire qui a changé votre façon de voir la vie? Laissez un petit cœur, si vous pensez qu'on peut toujours recommencer. Abonnez-vous pour plus d'histoires réelles qui touchent le cœur. Commentez, la vie enseigne toujours, si vous aussi, vous croyez aux secondes chances.